Trapstar London, c'est la marque phare du streetwear londonien, mais ça fait un petit moment déjà qu'elle s'est fait un nom dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde s'arrache leur sap et que ce soit en Angleterre, aux States ou même en France, des gens sont prêts à lâcher des gros billets au resell pour s'acheter les pièces limitées de la marque. Parmi vous, il y a de fortes chances que certains l'aient découvert il y a seulement un peu moins de 2 ans, principalement grâce à Central C et la hype de la drill, et il y a carrément pas mal de monde qui est persuadé que c'est une marque de la New Wave qui existe depuis quelques années seulement et qui a pop très vite. En réalité, Trapstar c'est beaucoup plus que ça, et c'est surtout une marque qui existe depuis beaucoup plus longtemps que ce que pensent la plupart des gens. J'ai une histoire. J'ai un background. Trapstar, c'est une marque pionnière dans le streetwear en Angleterre, et avant d'arriver aussi haut dans le monde du streetwear, ils ont dû bourlinguer pendant des années. Mais surtout, le succès n'est pas apparu du jour au lendemain il y a 2 ans, comme certains pourraient le croire. Vous allez voir que bien avant la grosse hype de Trapstar qu'on connaît aujourd'hui, il y a plus de 5 piges, la marque était déjà en place et reconnue comme un vrai morceau dans le streetwear, et pourtant, au tout début, rien ne laissait présager un tel succès. Alors comment les 3 fondateurs ont réussi à créer la marque londonienne la plus populaire du monde? C'est ce qu'on va essayer de capter dans cette vidéo. Bonjour, vous allez bien? Nouvelle vidéo, et au menu du jour, on va parler d'une marque qui a certainement retourné le cerveau des plus jeunes d'entre vous. Enfin, ça, c'est ce que je croyais, mais après vous avoir demandé ce que vous pensiez de la marque sur Insta, je me suis rendu compte qu'elle faisait bien l'unanimité, mais plutôt dans le sens inverse où la quasi-totalité d'entre vous ne valide absolument pas la marque. Certains la connaissent même pas du tout, les autres pensent qu'elle doit sa carrière uniquement à Central C et aux bandeurs de drill, mais je vous rassure, il y a quand même une infime minorité qui aime bien. Et c'est vrai que cette image autour de la drill, de marques très street, voire carrément dans le banditisme, leur colle à la peau, et pourtant, si on retrace leur histoire, il y a une époque où ils avaient vraiment la volonté de se rapprocher du monde de la mode et de laisser le côté très street qui fait l'identité de la marque aujourd'hui. Très peu de gens le savent, mais Trapstar, à un moment de leur histoire, ça a proposé des produits totalement différents avec des gigavestes en cuir avec des pics. Franchement, fallait vraiment être ravagé pour porter ça. Mais au-delà même des produits bien différents, la marque se faisait carrément distribuer chez les boutiques les plus prestigieuses d'Angleterre, et on les voyait carrément devenir une marque de streetwear de luxe comme Palm Angels ou Off-White, mais tout s'est pas passé comme prévu. Alors comment et pourquoi Trapstar a totalement abandonné ce repositionnement plus luxueux pour retourner à la case départ? Pour le comprendre, laissez-moi vous raconter la longue histoire de cette marque iconique du streetwear londonien. Tout débute en 2005 dans les quartiers ouest de Londres avec un certain Mikey et ses potes Lee et Will, passionnés de sap, de sneakers et de rap. Ces mecs-là, c'était pour l'instant de simples potes qui traînaient ensemble et qui n'avaient absolument aucune expérience ni compétences concrètes dans la sap. Mais bon, ils aimaient vraiment bien ça, ils étaient toujours à la pointe des tendances, à une époque où c'était tendance de traîner en jeans skinny avec du Bape et des Jordan. Ah d'accord, ouais. Pour avoir des sapes encore plus exclusives, ils se sont tout simplement mis à créer leurs propres vêtements, et niveau originalité, ils s'étaient pas trop foulés puisqu'ils ont commencé par imprimer des posters du film Scarface sur des t-shirts. Le nom de la marque fera référence à une phrase du beau-père d'un des cofondateurs qui décrivait la bande de potes comme des stars du ghetto piégées dans le système, et de là viendra l'idée du nom Trapstar qui veut dire littéralement piège star en français, mais qui en gros insinue qu'on a tous une star piégée en nous. C'est une star internationale avec une couronne. La couronne vous salue, madame. C'est à partir de 2008 que le projet commencera vraiment, et les débuts étaient assez compliqués. Ils partaient d'absolument zéro, ils avaient pas la chance d'avoir leur propre boutique pour y vendre leur marque comme James Jebbia avec Supreme, et à cette époque, les comportements des consommateurs étaient totalement différents. Quasiment personne achetait ses saps sur internet, et encore moins chez de petites marques inconnues. Mais s'ils sont arrivés aussi haut aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'était déjà des mecs très vifs à l'époque, et pour vendre leur sap, ils avaient fait le choix judicieux d'être présents sur le réseau social du moment avec un profil MySpace dédié à la marque. MySpace, c'était l'équivalent des Skyblogs pour les anglophones. Bah ouais, il y a 15 piges, c'était encore le réseau social numéro 1 devant Facebook, Twitter et Instagram qui lui n'existait pas encore. En 2022, ça paraît évident de poster sur TikTok, Insta ou Twitter pour faire connaître sa petite marque de streetwear, mais à l'époque c'était beaucoup moins fréquent et c'était surtout aussi beaucoup plus dur de gagner en visibilité avec ces outils-là et leur algorithme nettement moins performant. Mais Trapstar sur MySpace, c'était pas juste pour se faire connaître, c'était carrément pour vendre leurs produits, et il suffisait simplement de leur envoyer un DM sur leur compte MySpace ou un SMS sur ce qu'ils appelaient leur Trapphone, et les mecs venaient te livrer tes t-shirts dans une boîte à pizza Trapstar. C'est incredible. Ce contexte un peu compliqué créera un côté assez bresson à la marque. On aurait dit limite d'acheter des produits illégaux, et ils joueront beaucoup sur ce côté organisation secrète, avec les fondateurs qui ont tout de suite fait le choix de rester anonymes, et encore aujourd'hui ils sont à moitié anonymes, ou même l'utilisation du slogan « c'est un secret » qui revenait souvent et qui amplifiait ce côté bresson de la marque. Mais à partir de 2010, ils passent la première étape en ayant enfin leur propre boutique. Enfin, ça restait une toute petite boutique au marché de Portobello à Londres, c'est plus ou moins l'équivalent du marché de Clignancourt en France, et Trapstar à cette époque c'était aussi plus ou moins la même chose que Uncut
Uncut, de par la DA, le logo ou même l'image et le public de la marque. Mais contrairement à Uncut, Trapstar n'était pas lié à une grosse célébrité, au contraire, le grand public ne savait pas vraiment qui était derrière, c'était un peu la marque de la culture londonienne et c'est probablement ce qui lui a aussi permis de faire encore plus l'unanimité. En 2010, c'était vraiment le début de l'ascension pour la marque, on pouvait déjà voir Rihanna porter leur sape, ils faisaient aussi des collabs avec Casio et ça continuera d'année en année où en 2012 ça fera des collabs avec le jeu Hitman. En 2013 c'est carrément Jay-Z qui rejoindra le navire et investira sur la marque. On aura par la suite le droit à une collab entre Rihanna et Trapstar et plus tard la marque s'occupera même du merch du Monster Tour de Rihanna et Eminem. Et là, à cette période, la marque un peu ghetto de la street qui se vendait au marché finira par devenir une marque de stars portée par des Rihanna, des Chris Brown, des Cara Delevingne, A$AP Rocky, The Weeknd et toute la clique. Donc forcément, la marque a voulu capitaliser sur cette image un peu plus prestigieuse. En 2014, Trapstar lancera officiellement Trapstar Redline, une gamme beaucoup plus premium avec comme produit phare des vestes en cuir fabriquées en Angleterre qui coûtaient quand même pas loin de 1500 €. Et c'était des produits que tu trouvais principalement dans des boutiques plutôt axées luxe comme Selfridge ou Harvey Nichols, à côté de vestes Givenchy, Gucci, Balenciaga et plein d'autres marques de luxe ou de designers. On était à l'époque des mecs qui faisaient la mala en Louboutin et ces vestes matchaient parfaitement ce style. Donc en vrai, il y avait effectivement un marché pour ce genre de produits. Il y avait aussi des stars comme Zayn Malik pour mettre en avant leur nouvelle gamme, mais malheureusement ça a pas l'air d'avoir convaincu grand monde et Trapstar Redline finira simplement par disparaître. Ce genre de petits flops, c'est des choses qui arrivent et qui auront pas un énorme impact sur la marque en vrai. Elle continuera d'ailleurs les collabs en bossant pour la première fois avec Puma en 2015, puis remettront une couche en 2017 et clairement, c'était une bonne chose pour l'évolution de Trapstar. Par contre, on va pas faire semblant, c'était vraiment pas les collabs du siècle. D'ailleurs, leurs Tsugi Blaze Trapstar, je les avais achetés à l'époque, enfin surtout parce que personne en voulait et qu'ils les retrouvaient soldés à 30 balles. On était très loin des drops qui finissent sold out instantanément comme aujourd'hui. N'importe qui pouvait choper du Trapstar n'importe quand, que ce soit des collabs ou non, et la marque ne faisait que grandir au fil des années en tant qu'acteur du streetwear londonien que tout le monde connaît mais que personne s'arrache. C'est seulement depuis environ 2 ans que la marque a cette image très exclusive que tout le monde veut, principalement à l'aide de toute la hype autour de la culture urbaine anglaise avec la drill, la série Top Boy qui a matrixé pas mal de monde ou grâce à Central C qui connaissait les fondateurs de Trapstar bien avant de percer et qui leur a rendu l'appareil quelques années plus tard en mettant énormément en avant la marque et carrément en se faisant un giga tatouage Trapstar sur son bide. Mais t'es complètement taré! T'es malade! En réalité, la marque a œuvré pendant quasiment 20 piges dans la culture urbaine londonienne, et aujourd'hui que cette culture est mise en avant par la musique, les séries, etc., les années de travail et de propagande de Trapstar ont simplement fini par payer. Pour moi, Trapstar, c'est plus une marque de culture que de design. On l'a vu avec leur délire de Redline, quand ils ont voulu se la jouer fashion, ça a pas trop marché. Et je m'en rappelle encore, la première fois que j'avais découvert la marque il y a 5 ou 6 piges, elle me faisait vachement penser aux bails comme Six June ou Project X Paris. Aujourd'hui, la marque est beaucoup plus retournée dans un délire très streetwear, et vendre des Nike Tech Fleece avec un logo Trapstar à la place, ça m'a l'air déjà plus cohérent et réussi que ce que c'était avant. Et ça nous montre bien une fois de plus que le plus important dans la SAP, c'est pas forcément le produit, c'est ce qu'il y a autour. Clairement, en ce moment, Trapstar est la marque de streetwear londonienne la plus en vogue devant même Palace, qui pourtant propose des produits bien plus intéressants. Est-ce que c'est une mode passagère et Trapstar va bientôt retourner dans l'ombre? À vous de nous le dire en commentaire, maintenant que vous en savez beaucoup plus sur la marque. Je pèse que des meufs qui sont plus chez leurs parents. Sur moi des liens si tu coûtes à parole. Baby veut un deal, elle veut un gangsta. Baby veut chill et fumer la ganja. Si on met Netflix, tu vas pas que fumer ma